première question que j'ai envie de te poser, Irène, c'est justement la question autour du mot apprendre. Toute ta vie, finalement, tu as appris dans ton expérience professionnelle. Et nous-mêmes, nous aussi, nous cherchons à apprendre. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, à partir de ton expérience, bien sûr, hein, comment apprendre à apprendre? En fait, c'est ça qui est passionnant. C'est la vie. Et on apprend tous les jours. On apprend de ce qu'on rencontre, on apprend de ses petits-enfants, on apprend des personnes plus âgées. Et tout est dans la relation. Et effectivement, merci Rosa de dire que ce que j'ai appris, je l'ai appris du terrain. Je l'ai appris d'une grande expérience dans les pays de l'Est. Je l'ai appris de tout le travail avec les grandes organisations, les grandes entreprises internationales aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Donc je me suis trouvé plongé sans le savoir, hein, c'était le hasard, plongé dans un vaste réseau international de relations, et là j'ai appris du terrain. Mais en fait, alors tu m'as demandé de parler de la transformation sociétale, et moi je vais transformer le mot, et merci Rosa de l'avoir mis, en métamorphose humaniste, mais ça, on va en parler. Vous savez qu'il y a 15 ans, c'était un mot qui était à peine employé, le mot intelligence collective. Lorsque nous avons fait un grand forum à Paris sur ce thème en 2007, les professeurs du Collège de France nous ont dit qu'est-ce que c'est que ça, l'intelligence collective? Et en fait, le jour même, on a vécu un phénomène fabuleux d'intelligence collective qui était la réunion de tous ceux qui étaient venus de l'international pour réaliser un projet. Et le premier, bon, elle n'est pas bonne, la diapo, mais c'est pas très grave, le premier exemple tangible, c'est un petit clin d'œil à Venise que je voudrais vous montrer d'intelligence collective. C'est une des premières cartes au monde qui a été faite en 1450 à Venise, parce que au palais des Doges, les Doges exigeaient que tous les marins, tous les géographes viennent dessiner et déposer au palais des Doges leur savoir. Et c'est un Fra Mauro qui a tout réuni cela. Nous sommes 50 ans avant Christophe Colomb, et 60 ans avant Vasco de Gama, pour dessiner déjà une carte du monde qui est extraordinairement précise, avec le savoir qu'on avait à l'époque, mais pour vous montrer comment l'intelligence collective est née. Elle a existé sûrement avant, mais là, on en a la preuve. Alors, vous mettez le nord en bas et le sud en haut, et si vous regardez là, vous avez très bien, vous avez la mer Méditerranée et la côte de l'Italie, parfait, vous êtes sur la côte de l'Italie, vous avez un petit peu la mer Rouge et le golfe Persique, et vous avez toute l'Afrique. Alors Vasco de Gama avait encore un peu de travail à faire pour déposer ces informations, mais vous voyez, c'était quand même, voilà, un exemple d'intelligence collective sur un projet concret. Je voulais simplement vous le montrer dans cet exemple. Et tu m'as demandé comment j'ai appris. Alors, et ben voilà, après avoir appris sur le terrain, j'ai voulu essayer de mieux comprendre, de faire les liens. Et c'est là où j'ai conceptualisé, et avec toute une équipe, je n'étais pas seule, conceptualisé, je suis tombée sur ceux qui nous ont appris pour ce que l'on avait appris. Alors bien sûr, on parle de Spinoza et du rôle des émotions, ça, vous êtes parfaitement au courant. Je vais vous parler de Norbert Elias. Quand vous connaissez, qui connaît ici Norbert Elias? Bon, d'accord. Alors, Norbert Elias est un sociologue allemand qui a travaillé sur le passage, et on va en reparler, Jean-Michel,
le passage entre le Moyen-Âge et les temps modernes. Et il a appelé ça un processus de civilisation, mais on va en revenir. Donc, c'est Norbert Elias. Ensuite, on va travailler avec Francisco Varela. Varela, ça vous dit? Bon, alors, avec Francisco Varela et son patron Humberto Maturana, et Varela, qui est un chilien, qui enseignait à l'école polytechnique, a eu l'intuition que toutes les organisations pouvaient être considérées comme biologiquement vivantes à condition que toutes les cellules de l'organisation soient interconnectées pour s'adapter à leur écosystème et à leur environnement. Et donc c'est lui qui est à l'origine de cette pensée de l'organisation vivante. Et il est mort très jeune, Maturana a continué, et donc on en reparlera. Tu m'as demandé de passer de la transition à la métamorphose, et là on reviendra à Ilya. Tout ça c'est des scientifiques. Hein. Ilya Prigogine, prix Nobel de chimie 1976, qui lui a conceptualisé les grandes tendances lourdes et les signaux faibles, on en reparle. Antonio Damasio, vous le connaissez par cœur. Oui. Bon, alors, donc ça va, et vous savez sa grande phrase, vivre, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est notre mot, hein, le vivant. Hein. Vivre, c'est survivre, c'est se reproduire, ce qu'on essaye de faire, et c'est s'épanouir. Et là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Carl Rogers, ça va, vous connaissez. Alain Berthoz, on parlera quand même du fonctionnement du cerveau, c'est un professeur au Collège de France. Et tout ce que je vais vous dire vient d'Alain Vulpian, le socio-anthropologue français qui a travaillé des années 50 aux années 60, 2020 sur les évolutions de la société, des sociétés occidentales. Et c'est lui qui, en nous regardant travailler sur le terrain, on était donc dans tous nos organismes, tous nos réseaux, on travaillait sur le terrain. Tout d'un coup, il dit, ça, c'est autre chose qu'une transition, et c'est là où on va attaquer la métamorphose. Alors, voilà. Justement, ce fameux mot de métamorphose, qui est d'ailleurs, vous l'avez peut-être noté au passage, hein, partiellement compris dans le nom de ton association, Apimorphose. C'est une très belle association, je trouve. Alors nous avons parlé beaucoup justement au cours de ces dernières années du mot de transition. On a fait état ce matin d'un texte important pour nous que nous avons écrit à PRH sur notre inscription dans cette grande transition sociale, humaine, écologique. Toi, tu parles plutôt de métamorphose. Est-ce que tu peux nous dire la différence que tu fais entre ces deux mots? D'accord. Alors, le mot transition, c'est un mot plus ou moins linéaire, c'est le mot latin. Le mot métamorphose est le mot grec, utilisé par les biologistes, et qui a trait au vivant. Et c'est ça le mot central aujourd'hui, le vivant. Et donc, nous préférons prendre ce mot de métamorphose pour considérer l'évolution de nos organisations et de nos sociétés comme des organismes vivants, et là on en revient à Varela. Vous savez très bien que beaucoup d'espèces se métamorphosent. Le papillon, c'est ce qui est le plus intéressant. Vous connaissez la métamorphose du papillon, les détails? Oui. Bon, c'est-à-dire les cellules imaginales. Vous connaissez les cellules imaginales? Non. Oui, non? Non. Alors, je vous les explique. La chenille a trop bouffé. Elle a mangé toutes les herbes autour d'elle, elle est trop grosse, elle ne peut plus se déplacer. Donc, elle devrait mourir. Et elle se renferme dans son cocon. Et là, c'est une soupe, mais vraiment dégueulasse. Et à l'intérieur de cette soupe, il y a des cellules qui s'interconnectent, mais toujours à cette idée d'interconnexion, donc ce serait bête de mourir. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer à créer des organes nouveaux pour que la chenille puisse se déplacer? Et
c'est des scientifiques anglais qui ont travaillé là-dessus. Ils les ont appelées les cellules imaginales. Et ce sont elles qui ont permis la création des ailes du papillon. Alors, quand on regarde cela par rapport à nos sociétés, nous pouvons penser que vous êtes tous, nous sommes tous des cellules imaginales. On a envie de s'interconnecter pour trouver les organismes, les organes qui vont permettre à notre société d'évoluer. Parce que c'est pas gagné, il y a vraiment du travail à faire. Et pour l'instant, la soupe, elle n'est pas terrible. Hein. Et donc, on a du travail, c'est notre travail, et il faut que vous les preniez comme des cellules imaginales. Alors, la métamorphose en cours, nous l'appelons apimorphose, hein, parce que la métamorphose, ça peut être aussi catastrophique, on en parlera tout à l'heure. Donc, c'est la métamorphose heureuse, et tout ça, c'est ce que vous connaissez, c'est simplement pour que vous l'ayez dans la tête. La quête du bonheur, vous la sentez autour de vous, le relâchement des censures et des normes, ça, vous les sentez autour de vous, tout ça entraîne, et on en parle énormément, et vous en avez parlé tout le temps, et dans l'intervention, dans la présentation, la résurgence des sensations et des émotions, la résurgence de l'empathie. Moi, je dis qu'en France, il y a 20 ans, c'était un mot qu'on employait à peine. Je ne sais pas comment, si on était particulièrement en retard, mais bon. Ça nous amène à travailler sur la proprioception mentale, à ce lien entre tous nos sens, pour qu'on puisse vraiment comprendre globalement qui nous sommes, la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à se mettre dans l'esprit des autres, et ça nous amène à travailler sur les scénarios, on en parlera plus tard, la mémoire du futur, pour devenir, et c'est ça notre but, des pilotes socio-perceptifs. Et c'est le mot clé aujourd'hui, le mot qu'on aimerait travailler avec vous plus, c'est socio-perception, et on va en parler pour qu'on soit tous des opportunistes avisés pour s'adapter à l'environnement. Donc vous voyez, ça c'est le schéma pour que vous l'ayez simplement en tête devant vous. Alors le processus de cette civilisation, Alain Vulpian a pensé que c'était né à peu près il y a un siècle et que c'était probablement lié au mariage d'amour, parce que les individus qui étaient noyés dans la masse, qui étaient nés pour être ouvriers, fonctionnaires, syndicalistes, religieux, tout d'un coup sont devenus des personnes. Et ça, c'est le mot clé pour vous. Ce sont devenus des personnes, et nous avons beaucoup travaillé pour vous, c'est évidemment très clair, avec tout le grand mouvement du personnalisme d'Emmanuel Mounier, et quand nous travaillons à l'étranger, en Finlande, aux Pays-Bas, en Espagne, à Mondragon, en Angleterre, ça revient toujours les courants du personnalisme et du personnalisme communautaire. Donc on oublie le mot individu, ce sont des personnes. Ces personnes, elles ont décidé de se marier comme elles le voulaient. Et donc Alain Vulpian pense que c'est probablement un des éléments de l'origine de cette métamorphose. Ces personnes, elles ne regardent plus au-dessus d'elles comment s'habille le patron. Elles regardent au même niveau qu'elles. Donc le tissu social change totalement. Et comme il change, il devient de plus en plus complexe. On est bien d'accord avec Edgar Morin, plus c'est vivant, plus c'est complexe. Donc, c'est ça qu'on a à le regarder. Alors, changement total du tissu social, ces personnes, ils se retrouvent dans un tissu social complètement différent.
elle cherche les relations, comment créer de nouvelles relations. Et apparaît, on ne sait pas pourquoi ni comment, la révolution numérique, qui va être une révolution de la relation, qui va permettre de transmettre les savoirs, de relier les gens. Et donc, ce sont les trois éléments qui nous font penser que nous sommes dans une métamorphose de la civilisation. Ça, c'est le processus. Alors, je vous l'ai mis là en anglais parce que c'était une image, j'ai pas su la travailler. Alors, le processus de civilisation, alors, ce sont des gens ordinaires, hein. Alan Butler écrit un livre, c'est-à-dire, oui, nous, hein, tout le monde, hein, on est des gens ordinaires, on devient des personnes, on vit dans un tissu social excessivement complexe, on a en face de nous, et c'est quelque chose de fabuleux, une révolution fabuleuse qui sont toutes les innovations scientifiques et technologiques, et là, ce qu'on ne sait pas très bien faire, c'est trouver les nouvelles formes de gouvernance. Et là, on patine, et c'est notre travail. C'est notre travail, voilà, c'est... Alors, on a, la suivante, des thèmes qui vont revenir. Alors, c'est le thème de la personne, mais ok, c'est le thème du masculin et du féminin, donc de la complémentarité du yin et du yang. Tout à l'heure, je vous parlerai de ce poète franco-chinois qui vit sur les deux cultures et qui est un homme extraordinaire, François Chang. Il a écrit de très très beaux passages sur la complémentarité du yin et du yang. On est sur les thèmes à travailler, c'est les thèmes à travailler avec vous. Dans une société complexe, donc il y a des choix à faire. Il y a un travail sur l'éducation. C'est ce que vous faites. Et ce travail nous oblige à... Le mot-clé, c'est le mot du discernement. Travailler, mais vous l'avez dit ce matin, je l'ai entendu, travailler sur le discernement, trouver les formes d'éducation qui vont nous permettre de manœuvrer dans cette société complexe. En face de nous, on a l'intelligence artificielle. Alors ça, je sais que vous en avez parlé depuis 3 jours. Il n'y a pas de réponse. On va continuer à en parler. Moi, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider pour la conférence. Et ChatGPT a fait un très bon boulot. Il a fait toutes les références là, que je vous ai données. Mais chaque fois que je lui posais une question précise, il dit « Ah non, ça c'est à l'homme de répondre. » Bon, alors, ce qui m'a fait penser, avec un philosophe français, que probablement l'intelligence artificielle, qui est un savoir de savoir, ne fera jamais philosophie. En revanche, ils savent très bien, ils nous aident considérablement dans tout ce qui est transfert de savoir. Bon, c'est plus que la bibliothèque d'Alexandrie, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire dans le domaine de leur santé, dans le domaine de l'éducation, dans beaucoup de domaines. Mais probablement, nous resterons, à condition qu'on l'accepte, hein, qu'on le veuille, ce que l'être humain est. Je suis sûr que c'était très drôle, la conversation avec ChatGPT. Et je voudrais faire un petit clin d'œil. Hier, vous avez été certains d'entre vous ont été à Padoue, et vous avez regardé les fresques de Giotto. Et les fresques de Giotto, c'est comme ce que vous disiez dans Berrigas, c'est le passage du Moyen-Âge à la Renaissance. Il est passé des fonds dorés au ciel bleu. Bon, il a donné plus d'épaisseur et d'humanité à ces personnages. Et vous avez dans l'art une recherche du vivant. Vous savez que Kandinsky a travaillé sur le spirituel dans l'art. Et bien, dans notre travail de manager et dans notre travail de consultant, on doit toujours penser à la dimension artistique.
hein, qui peut être poétique, musicale, picturale, etc. Mais ça fait partie de la sagesse de l'homme et qu'il ne faut pas oublier. Voilà ce que je voulais te dire sur la métamorphose. Après, vous me direz, oh là là... bon. Alors, l'utilisation dont tu viens de parler, que faire? Et peut-on dire que nous sommes en quelque sorte à un point de bifurcation? Et quel est-il? Bon, alors ça, c'est pas la partie la plus simple. Tu me passes dessus. Donc on est d'accord avec Edgar Morin, la vie c'est complexe. Hein, plus il demande, plus c'est complexe. Prigogine, il y a Prigogine, on est obligé maintenant de dire son prénom. Il y a Prigogine, est un chimiste qui travaillait sur l'équilibre des systèmes. Et en 1976, il a eu le prix Nobel d'économie de chimie, pour il avait découvert que dans les systèmes complexes, qu'il appelle des systèmes, il était belge, dissipatifs, des systèmes en ébullition, il y a des points, il y a des tendances lourdes sur lesquelles on ne peut rien faire. La Lune tourne autour de la Terre, l'intelligence artificielle est là. Bon. Il y a des tendances lourdes. Il y a des signaux faibles. Et on va en parler, ce sera de nouveau. Et Prigogine nous dit qu'il y a des points de bifurcation où n'importe qui peut faire n'importe quoi. Alors, est-on au point de bifurcation? Si on est avant, ça nous laisse un tout petit peu plus de temps pour respirer. Si on est après, c'est foutu. On a le sentiment, et ça, ce fait partie de la discussion, que probablement on y est. Et que dans ce point de bifurcation, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Vous pouvez avoir Trump et Elon Musk qui nous entraînent dans l'effondrement de l'humain. Et puis vous avez de l'autre côté PRH, Epimorphose, d'autres qui travaillent sur l'épanouissement de l'humain. On sait que du côté qui serait une métamorphose catastrophique, il y a tout ce qui est pouvoir oligarchique, il y a les financiers, toutes les gouvernances autoritaires et une puissance technoscientifique qui prendrait le pouvoir. Et puis, de l'autre côté, il y a la métamorphose humaniste. Alors, vous avez employé le mot ce matin, vous avez employé le mot de résilience. Ceci dit, c'était par là. Bon. Et une des caractéristiques d'Homo sapiens, c'est qu'il a une faculté de régénération incroyable. Et Homo sapiens, les Grecs appellent ça l'autopoïèse. Homo sapiens peut rebondir, réinventer, recréer. Ça fait partie de... Il a passé son temps à se métamorphoser, il y a plus de 300 000 ans. Bon, la dernière, je vous l'ai écrit, c'est la métamorphose de la Renaissance. Actuellement, on en vit une, mais il a passé son temps à se métamorphoser. Hein. L'homme des cavernes ne vivait pas comme nous vivons. Mais Homo sapiens, chaque fois, rebondit. Et là, on ne verrait pas pourquoi il ne rebondirait pas, ne jouerait pas sur l'autopoïèse. Et donc là, pour ça, il faut travailler. Hein. Il faut travailler la résilience et il faut travailler l'autorégulation. Et l'autorégulation par rapport à ce qui nous semble nous être imposé. Et là, chercher partout les autorégulations, y compris pour l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux dire un tout petit peu plus
Pardon. Est-ce que tu peux dire un petit peu plus ce que sont ces autorégulations? Parce que le terme... Oui, c'est très important. Alors, il y en a qui disent que c'est l'utopie complète. Et non. Vous avez une cour de récréation. Ça peut être catastrophique, tous les enfants se tapent dessus. Et puis, vous en avez certains qui disent, c'est dommage, on pourrait faire un jeu. Tiens, si on se mettait à jouer à ça. Et puis, il y en a un, deux, puis trois, puis quatre, qui se disent, ah ben oui, c'est finalement intéressant, on va aller vers eux. Et ce qui était un magma épouvantable devient naturellement, parce qu'il y en a qui poussent, ça s'autorégule. Et sur les réseaux sociaux, on sent, signal faible ou pas, qu'il y a des endroits où on dit ah non, non, là c'est trop. Ah non, là on n'est plus d'accord. Et c'est ça l'autorégulation. Alors, beaucoup de gens disent mais non, c'est du rêve. Et pas vrai. Ça peut surgir, mais il faut un peu le regarder au niveau des signaux faibles. Le regarder, vous avez un signal faible, ça c'est peut-être de l'autorégulation, vous pouvez peut-être aider. Vous voyez? Est-ce que c'est clair? Et ça correspond à ce que vous cherchez. Bon, alors, le point de bifurcation, vous avez compris qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est une question d'urgence. On n'est pas dans le chronos, hein? On n'est pas dans le temps long. On est dans le kairos. C'est clair pour vous. Vous savez, le petit dieu grec, qui est le dieu du temps, on lui attrape la touffe de cheveux pour pas qu'il foute le camp, et c'est le bon moment. Et on peut espérer que le point de bifurcation que nous vivons puisse être le kairos, le bon moment où vous vous retrouvez tous, où Epimorphose se retrouve avec vous, où d'autres se retrouvent, pour qu'on tienne notre petit dieu grec en disant bon, allez, c'est le bon moment, faut pas lâcher. Bon. Donc là, on a une question d'urgence. Hein. On n'est pas dans le point de bifurcation tranquille. Alors, bien sûr, le futur ne se décide pas. Et puis, tout notre travail, c'est comment prendre soin. On continue. Alors, je vous ai dit que pour sentir ce point de bifurcation, il fallait être socio-perceptif. Et la socio-perception, c'est la capacité que nous avons à sentir les changements dans notre environnement et dans notre écosystème. Ça veut dire que nous utilisons notre intuition, nos capacités sensorielles, y compris notre rationalité, mais élargie, elle regarde à 360 degrés, pour pouvoir percevoir, socio-percevoir le changement de la société. Et ce changement de la société, il se voit par des tout petits signes. Alors j'ai des amis qui me disent, alors, et toi et tes petits signes, que nous appelons, le Prigogine appelle les signaux faibles. Alors, les petits signes, tous les matins, mais il faut se mettre dans l'attitude. Aujourd'hui, j'ai décidé de regarder les signaux faibles. Sans ça, vous ne voyez rien du tout. Vous n'êtes pas du tout socio-perceptif. Et vous décidez, en prenant le chemin pour aller travailler, la façon dont vous êtes accueillis, les derniers journaux que vous avez lus, la dernière conversation, chaque fois, vous notez les signaux qui vont dans le sens de la métamorphose humaniste. Alors le soir, quand vous rentrez, vous êtes hyper content. Ok. Et ces petits signaux peuvent être complètement isolés. Il faut que, après, vous vérifiez avec vos copains, dans les relations, ici, si d'autres ont eu les mêmes petits signaux. S'il y a eu une résonance entre ces petits signaux. Et quand vous sentez qu'il y a une coagulation des signaux, c'est que vous êtes vraiment sur un chemin de transformation
de la société. Donc le travail signaux faibles, si vous regardez quelque chose de cet après-midi, c'est soyez des socio-perceptifs, cherchons les signaux faibles. Et après, cherchons leur addition, leur résonance. Alors moi, je vais vous raconter une histoire où je me suis gouré. J'ai vécu en Union soviétique 2 ans, en 1966. Et dans les rues à Moscou, vous ne pouvez pas savoir, tout le monde, l'attente d'une société. Dans les queues, dans les administrations, y compris, bien sûr dans l'intelligentsia, mais y compris jusqu'au président du Conseil des ministres, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas continuer comme ça. Et il y avait, ça commençait dans l'école, hein, et tout le monde en parlait. Et alors ils vivaient avec leurs anecdotes drôles, qui chaque fois devaient mettre en valeur un signal faible. Et oui, et on a pensé que le pays allait s'ouvrir. Et on s'est gouré de 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de résonance dans le reste du pays. Signaux faibles, c'est pas uniquement ici, on pourrait, vous êtes plein de signaux faibles, c'est très sympa. Si à côté rien ne se passe. Bon. Alors c'est là, c'est tout notre travail. Donc aujourd'hui, socio-perception, signaux faibles, et on cherche si ça se répète. Une petite voilà. Question à propos de cette capacité de socio-perception, tu viens de nous expliquer, on y reviendra peut-être. Est-ce qu'on peut dire que finalement, on pourrait dire que c'est un enjeu capital que de plus en plus de personnes, y compris des gens ordinaires, hein, soient capables de développer cette aptitude, si on peut appeler ça une aptitude, pour prendre conscience de ce qui est en train de se passer et du coup constituer une sorte de force positive dans cette métamorphose. Bien sûr, tout le monde est capable, tout le vouloir, d'en être conscient. Ah oui, j'ai peut-être pas pris tout à l'heure le mot prise de conscience. Au niveau du point de bifurcation, le mot important, j'ai dit discernement, mais c'est prise de conscience. Il faut en être. Tout le monde est capable de les repérer. Tout le monde. Je ris parce qu'il y a des gens qui me disent « Tiens, j'ai vu un signal faible ce matin. » Bon, tout le monde en est capable, mais il faut les chercher, en être conscient. C'est la prise de conscience. Ici, vous avez une prise de conscience qui est forte. Mais quand vous allez tous repartir... Et du coup, est-ce qu'on peut dire à l'inverse que l'incapacité à percevoir ces signes faibles va plonger des personnes, des individus, dans une sorte de désespérance? En tout cas, un risque. Oui, j'ai bien compris. Ça pourrait. Et puis, ça dépend. Et puis, ils vont se retrouver dans des réseaux. Ils vont créer des réseaux. C'est là où la société change complètement. Cette société de réseaux va les aider à s'entraider pour prendre soin des signaux faibles de métamorphose humaniste qu'ils ont repérés. Et là, nous vivons dans une société de la relation, mais entièrement différente. Et ce que vous faites là, ce qu'on a fait à Paris en 2014, de se retrouver entre nous et de nous entraider pour prendre soin. Et là, tu as raison, sans ça, quand on est seul, on risque de partir, et beaucoup de gens perdent le moral en ce moment. Beaucoup de gens. Et ils partent du mauvais côté. Mais par l'entraide, et Sean et moi, on connaît bien ça parce qu'on s'est retrouvés avec des cas de gens haut placés qui commencent à désespérer et que finalement, ça y est, ils sont repartis. Donc dans votre métier spécifique, il y a tout un travail à faire dans ce domaine.
Bon, alors on fait les méthodes maintenant. Méthodologie. Hein. Alors, jusque-là, j'ai travaillé sur l'organisation apprenante avec Peter Saint-Lieu et les 5 disciplines que vous connaissez. Non. Alors les 5 disciplines, c'est le grand professeur du MIT qui a créé Society for Organizational Learning. Et les 5 disciplines, c'est le développement personnel, la maîtrise personnelle, le travail sur les schémas mentaux, le travail en équipe, la capacité de travailler en équipe, la capacité à créer des visions partagées et la pensée systémique. La pensée systémique étant la plus belle des disciplines, c'est-à-dire savoir toujours, et les enfants pensent systémique, malheureusement plus les adultes, savoir toujours comprendre les changements de l'environnement. Donc je travaillais avec ça. Et j'ai travaillé aussi avec la courbe d'Otto Scharmer, cette courbe en U, où quand on apprend bien, tout d'un coup, si on apprend correctement, on repart, c'est la capacité de rebond. Et l'autorégulation est la capacité de rebond. Au niveau de la bimorphose, nous travaillons sur socioperception et on aimerait continuer à travailler avec vous là-dessus. Sur socioperception, c'est-à-dire les signaux faibles, et sur quelque chose qui est un peu plus compliqué, qui est la société comme un cerveau, en un seul mot. Vous savez comment marche notre cerveau? Notre cerveau reçoit, si je ne tiens pas mon heure, tu me le dis. Hein. Notre cerveau reçoit de l'extérieur des informations. Les cellules gliales et les neurones récupèrent tout. Ils transmettent au réseau, aux synapses. Et là, il se passe quelque chose dans notre cerveau, il n'y a probablement pas de chef. En fonction du sujet donné, c'est un réseau ou un autre qui prend le pouvoir. Et quand, même si un réseau est abîmé par un accident, il peut arriver qu'un autre réseau se mette à sa place. Et donc, notre cerveau et notre corps entier, puisque nous avons des neurones partout, y compris dans notre ventre, tout notre corps vit dans ces réseaux, avec ces réseaux, et commandé par ces réseaux où la gouvernance tourne. J'ai simplifié, hein. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'au Collège de France, on dirait c'est parfait, mais enfin bon, j'essaie. Notre société pourrait devenir comme cela, si on travaille sur ces réseaux. Et ça veut dire travailler sur les gouvernances, ça veut dire travailler sur la capacité d'adaptation à un environnement changeant. Et donc ça, c'est notre but à Epimorphose, la société comme un cerveau. Nous avons beaucoup de cerveaux. On a le cerveau rationnel, qu'on met un peu, c'est métaphorique, on le met à gauche. On a le cerveau émotionnel relationnel, on dit qu'il est à droite. On a le cerveau sensoriel, ça dit bien, et on a le cerveau spirituel. Ça, c'est une caractéristique de l'être humain. Ces 4 cerveaux, en permanence, sont en interconnexion. Et ce que nous pourrions espérer comme but, j'ai bien dit qu'on n'en est pas encore là, c'est que la société comme un cerveau, que la société se mette dans une démarche, un mouvement du même type. Alors pour cela, on travaille sur la mémoire du futur, ça c'est à la suite
d'Harry de Geus, qui était un des directeurs généraux de Royal Dutch Shell et qui a été un des créateurs de SOL, Society for Organizational Learning, avec Peter Singer. Et Harry disait il y a un passage entre le passé et le futur. Et nous ne sommes pas comme ça nés dans ce passage et on a appris des choses, il faut que ce soit transmis. Alors, j'ai découvert tout à l'heure que dans les langues latines, c'est-à-dire celles dont on parlait, c'est-à-dire français, espagnol, italien, il y a deux mots pour parler de ce qui va se passer. Il y a le futur qu'on imagine de manière plus ou moins rationnelle à la suite du passé. Il y a l'avenir. Alors, dans les traductions anglaises, nous nous sommes mis en accord avec les traducteurs. L'avenir va être traduit en anglais par unexpected. C'est-à-dire que le futur, on peut plus ou moins le prévoir. L'avenir, c'est la Covid. C'est pas vrai. Et vous avez beaucoup de travail, nous avons beaucoup de travail à faire pour accepter l'inattendu. Ça, c'est un des points de travail. Apprendre par accommodation. Jean-Paul Piaget, ça va? Bon, alors, Piaget nous dit l'enfant apprend par accommodation. Marie de Geus voulait travailler et voudrait qu'on travaille tous sur que l'adulte apprenne par accommodation, c'est-à-dire s'adapter. S'adapter. Les gens ordinaires, nous sommes tous des gens ordinaires. Ce sont eux qui m'ont créé, qui sont à la source de toute la création. Les reconnaître. En gouvernance, chercher le bien commun. Pas évident. Le bien commun et tout ça pour une société vivante. Voilà. Alors, le mot de résilience, il est là, hein, parce que vous l'avez employé tout à l'heure, entre accommodation, genre ordinaire. Il y a... voilà, ça c'est notre méthodologie, mais avec Sean, on aimerait plus travailler là-dessus de manière scientifique pour pouvoir aller plus loin. On continue. Eh bien alors, le aller plus loin. Ah oui, alors simplement je voulais vous montrer les mots qu'on utilise pour la métamorphose, et après on va aller plus loin. Alors, les mots, ce que je n'ai pas employé, c'est l'hybridation. Les projets que vous allez nous montrer ce soir, ce sont probablement des projets hybrides où il y a des gens très différents qui se mettent ensemble pour réaliser quelque chose. Et même quelquefois des gens qui se détestent dans les projets locaux. Et c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est lié à la métamorphose. Les tiers-lieux, nous sommes un tiers-lieu ici. Un lieu où on se sent bien. C'est pas un lieu où on travaille, c'est un lieu où on se sent bien. Il se développe énormément. L'écoagulation, travailler ensemble avec d'autres. Tous les autres mots, je crois que je vous les ai... Alors, comme je n'ai pas su changer, j'ai rajouté l'intelligence spirituelle, donc il y en a 4. Bon, alors, où allons-nous? Comment donc aller plus loin avec tout ça, avec tout ce que tu nous as partagé? Comment avancer? Et peut-être en lien aussi avec PRH, c'est-à-dire comment, avec ce que tu nous connais, ce que tu connais de nous, quelle contribution te semble possible pour favoriser cette avancée? Bon, on est d'accord. Rosa, tu nous montres rapidement les deux suivants. Bon, ça, c'est simplement les livres qu'on a écrits et qui sont là. Celui-là a été imprimé par l'Académie française. Oh bon, non, ça c'est... Je vais répondre, hein, parce qu'elle est vraiment importante. Le suivant, c'est simplement le logo d'Apimorphose, et qui est un cerveau. C'est un cerveau. Et aller plus loin. Aller plus loin, tu mets la suivante.
Alors, on a parlé de l'épanouissement de la personne. On a parlé ensemble du personnalisme et de la métamorphose humaniste. Mais il faut aller plus loin. Et après, on va voir comment. Et je voudrais vous parler de la personne dans le cosmos. Je voudrais vous parler du développement intégral humain, c'est-à-dire de l'homme dans la nature, dans le cosmos. Et c'est tout un très gros mouvement qui se développe à l'heure actuelle sur ce thème du développement intégral humain. Et là, si un jour vous vous cassez la jambe comme moi, c'est pas terrible hein, parce que ça continue, et demandez qu'on vous offre le phénomène humain de Teilhard de Chardin. Vous passez 2 mois merveilleux avec... ça va? Vous passez... Ah, merci. Vous passez un moment merveilleux et vous comprenez beaucoup sur l'évolution de l'homme vers le point de rencontre finale. Et là, un des plus beaux livres d'Edgar Morin s'appelle « Connaissance, ignorance, mystère ». Il n'a pas été très lu. C'est comme un petit peu un testament, et il me dit, ben oui, j'ai appris, je sais rien. Ah, mais quel mystère! Le mystère de la race humaine. Et je crois que avec Rosa, on parlait de transcendance et d'immanence. Je crois que c'est une conception qui est en train de s'ancrer dans la pensée de tout un courant de civilisation. C'est qu'en fait, c'est pas du tout de notion antinomique, que l'homme est ancré dans la terre, ça c'est l'immanence, et que le même homme, il regarde au-dessus. Et que transcendance et immanence, c'est lié. Et je pense que ça nous amène à aller, et là on revient à François Sching et à Teilhard de Chardin, à aller au réveil de l'esprit. C'est un des derniers textes d'Alain Pulpian sur le réveil de l'esprit. Et quand je vous vois aujourd'hui travailler, je sens et quand je vois des jeunes refuser des choses qu'autrefois, pour des raisons d'argent, tous les jeunes auraient accepté, on sent ce réveil de l'esprit. En gardant le langage simple, pour nous, liberté, le prendre soin, la coopération et la confiance. Vous en avez parlé ce matin, la confiance. Alors ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça c'est... Nous, on le sent, hein. Jaune et moi, et vous allez peut-être... on va le sentir dans les questions, hein. Mais je pense qu'au point de vue bifurcation où nous sommes, les réseaux vont s'autoréguler et chercher ensemble dans des domaines, avancer ensemble scientifiquement, dans des domaines où ils ne sont pas allés assez loin, que nous, on voudrait travailler sur la socio-perception, parce que quand on est socio-perceptif, on est opportuniste, avisé, on comprend ce qui se passe autour de nous, et que là, on serait heureux que, si ça vous intéresse, on puisse continuer dans ce travail pour ensemble essayer, parce que c'est pour nous une voie. Alors, elle n'est pas tracée, hein, il va falloir qu'on la sente, qu'on la définisse, etc. Mais à partir du moment où des réseaux pourraient être à l'écoute des signaux faibles, les échanger, les travailler, les mettre ensemble, ce que vous faites aujourd'hui, hein, les mettre ensemble pour
essayer de dessiner des voies, ça serait, pour moi, ça serait très 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 important. Et là, on est sur l'intelligence collective. Mais pas de l'intelligence, de la sensibilité collective. Vous le sentez pareil? Alors, je voulais revenir un tout petit peu sur cette capacité de capter les signaux faibles, là. On arrive au terme de ton temps initial d'intervention. Une de nos caractéristiques à BRH, c'est d'aider les personnes à, d'une part, à s'approprier leur intériorité, à s'ouvrir à l'intériorité, et de rejoindre ce que nous appelons leur être, c'est-à-dire leur richesse profonde, où se passent justement des intuitions, des perceptions, une forme d'intelligence qui n'est pas que cérébrale. Et donc là, il me semble qu'on est bien au sujet. Complètement dans le sujet. Parce qu'il est élevé pendant 2-3 siècles dans le rationnel. Et on n'a pas vu cette métamorphose qui se arrivait. Et à partir du moment où on a admis la relation permanente entre l'émotionnel, le relationnel, entre le sensoriel et entre tout ce que l'on fait, entre le rationnel, à ce moment-là, on ouvre des perspectives à l'être humain que certaines civilisations avaient et d'autres pas. Et ça, vraiment, ça nous... Mais à partir de ce que vous savez faire, de votre travail sur l'être humain. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas, Rosa, ça te... Alors maintenant, ça sera à vous de le dire. Vous pouvez me poser des questions. La dernière c'était un clin d'œil. Voilà, on fait de l'intelligence collective. Et j'ai mis la photo d'un livre que j'aime bien, qui est l'Odyssée des vivants. C'est tous ces hommes qui se tiennent par la main pour créer des projets, comme ce que vous allez faire ce soir. Bon, vous sentez bien que vous allez beaucoup plus loin. Alors, maintenant, allez-y.